aussi nombreux. Bon, on a une petite salle cette fois, mais elle est quand même plutôt bien remplie, donc c'est très bien. Alors nous avons décidé d'intituler cette conférence « De quoi l'Union européenne est-elle le nom ?» Il nous a en effet semblé que la nature de l'Union européenne était profondément ambiguë. Il est en effet assez difficile de définir l'Union européenne d'un point de vue géographique. Sa géographie, à l'image un peu de celle d'Erasmus, est sans cesse incertaine, toujours fluctuante. De même, le propre de l'Europe, comme l'a très bien dit Régis Debray dans un récent ouvrage, est de ne pas avoir de propre. Les dirigeants européens refusent sans cesse toute référence à une essence, à des racines communes, à un devenir spécifique. Là où l'Europe, comme réalité culturelle, c'est le dialogue des héritages, l'Union européenne, c'est la négation des héritages. Pour les dirigeants européens, la référence à l'histoire est dépourvue d'intérêt, si ce n'est en quelque sorte pour rappeler que l'Union européenne, ce serait la paix, ce qui est d'ailleurs un contresens historique total. Du point de vue de l'idéologie, définir l'UE est tout aussi compliqué. Alors certes, l'Union européenne est un produit de la civilisation libérale. Elle repose sur un postulat qui est très libéral, puisque c'est le postulat selon lequel on pourrait réguler des sociétés uniquement sur le droit et par le marché. Comme tout construit libéral, l'Union européenne est par ailleurs antipolitique. Antipolitique pourquoi? Car elle repose sur une tendance à neutraliser la conflictualité, à dépolitiser les problèmes, ce qui est l'inverse du politique selon Carl Schmitt. Tout cela est clair, mais le problème vient du fait que le libéralisme ne s'assume finalement pas comme idéologie. Il est l'idéologie de la non-idéologie. Le libéralisme nous est toujours vendu aujourd'hui comme une réponse pragmatique aux défis du monde contemporain, comme une nécessité dans un monde où la démocratie de marché se confondrait avec la fin de l'histoire. Alors, une fois ce constat fait, il me semble nécessaire de rappeler une chose. La construction européenne n'a rien d'inexorable. Elle n'est pas d'essence transcendantale. Elle résulte simplement de choix politiques, de partis pris idéologiques. Et l'on peut évidemment contester ces partis pris. Et c'est toute la démarche de l'association que je préside, critique de la raison européenne. Alors, l'Union européenne est aujourd'hui à l'agonie. Ses jours semblent être comptés. Mais si on veut opposer une alternative politico-intellectuelle satisfaisante à l'Union européenne, alors il faut bien comprendre les forces historiques, les croyances qui sont derrière. C'est pour cela que nous avons réuni ce soir deux invités qui contribuent de façon très importante au débat intellectuel contemporain. Alors Mathieu Bocoté, tout d'abord, vous êtes docteur en sociologie, chroniqueur et essayiste québécois, et non pas canadien, j'insiste, je sais que vous y tenez. Alors vous êtes un fervent souverainiste, vous avez écrit de nombreux ouvrages à succès, tels le multiculturalisme comme religion politique ou le nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels. Vous venez de publier un ouvrage, L'Empire du politiquement correct, dans lequel vous pourfendez notamment le système médiatique et sa prétention à, en quelque sorte, voir édifier le peuple à travers la promotion d'une société diversitaire. Guillaume Bigot, vous êtes un défenseur de longue date de l'indépendance de la France et de la souveraineté nationale. Vous êtes actuellement directeur du groupe IPAC Business School et vous êtes par ailleurs membre du conseil scientifique de la Fondation Respublica, chroniqueur et également essayiste. Vous avez écrit des ouvrages essentiels, Les 7 scénarios de l'apocalypse, La trahison des chefs, ou plus récemment, dans le cadre du comité Orwell, Bienvenue dans le pire des mondes. Alors je vais vous laisser la parole en commençant par vous, Guillaume Bigot. Merci. Merci à vous, merci les critiques de la raison européenne de nous ouvrir avec Mathieu cette tribune. Et ravi de vous rencontrer. Surtout on attend avec impatience tous les deux de pouvoir répondre à vos questions et d'avoir un échange plus animé. Mais je vais vous présenter assez brièvement. C'est le mauvais signe quand on dit brièvement, en général c'est qu'on va être très très long, mais essayez de ne pas de faire mentir l'adage, un peu sans préambule, sans introduction, in media res, comme disent les latins, au cœur du sujet, ce qui me semble être des paradoxes propres à l'Union européenne, et ensuite avancer une explication qui est personnelle, mais qui a fait l'objet d'une thèse que j'ai soutenue récemment à l'Université Paris 2, et qui met au cœur de l'explication de cette construction européenne un concept sur lequel je vais essayer de vous donner quelques lumières, qui s'appelle l'hystérèse ou l'hystérésis, qui est généralement un concept utilisé en économie, et que je vais tenter d'utiliser pour à la fois essayer d'éclairer les paradoxes et de comprendre l'essence même de l'Union européenne.
Les paradoxes sont les suivants. Il y en a beaucoup d'ailleurs, mais peut-être pour commencer, on a l'impression que plus il y a d'Union européenne, et moins il y a d'adhésion à l'idée européenne. Et on a aussi l'impression, ça a été dit tout à l'heure dans ton introduction, que ça suscite de moins en moins d'enthousiasme. Enfin, c'est de longue date. Ça a été récemment rappelé par Régis Debray, ou je crois par Jean-Louis Bourlange, qui citait cette phrase du journaliste Claude Imbert, qui disait « Quand j'entends le mot Europe, je sors mon oreiller ». C'était un européiste qui disait ça, et on était dans les années 80. Vous voyez, c'est pas d'hier. Et en même temps, la formule de Mitterrand, à la fin de sa vie, c'était peut-être son dernier discours de chef d'État, où il a livré un peu la clé de son parcours politique de Vichy au Bundestag, sans faire de jeu de mots, mal placé. Il a dit la patrie, c'est notre passé et l'Europe, c'est notre avenir. C'est une formule célèbre. Or, finalement, plus l'Europe suscite d'ennui, plus elle lasse, plus la marque est défraîchie, en fait, et moins on a la possibilité de penser un au-delà ou un en dehors de l'Europe. Plus que jamais, ça nous apparaît comme une sorte d'horizon indépassable. Je pense aussi qu'on peut dire que plus il y a d'Union européenne au sens juridique et institutionnel du terme, et moins il y a d'affectio societatis entre les Européens. L'Union européenne vise à ce qu'il y ait une union toujours plus étroite entre les Européens, entre les peuples européens, et plus il y a l'Union européenne, et plus il y a de divisions. On voit ce qui s'est passé de part et d'autre des Alpes, les invectives entre Salvini et Macron, c'est un des derniers exemples en date. On peut dire aussi que le paradoxe étonnant de cette Union européenne, c'est qu'il y a une sorte d'accélération. C'est-à-dire qu'on construit de plus en plus d'institutions, on a même été jusqu'à construire une monnaie sans État, on a un Parlement, il date un peu plus longtemps, on a construit par exemple une politique étrangère et de sécurité commune, mais sans utiliser ces instruments, sans utiliser ces outils. On nous a vendu, si on prend l'exemple de l'euro, on nous a vendu l'euro qui a quand même été, non seulement qui a nécessité un travail assez incroyable d'un point de vue technique, mais aussi un volontarisme politique échevelé, c'était un peu fou comme saut l'euro. On nous a vendu l'euro avec l'idée qu'à la fois ce serait une monnaie de réserve mondiale puisque la zone euro était créditrice et qu'en même temps on pourrait enfin éviter ce que les économistes appellent l'éviction, des effets d'éviction qui empêchaient toute espèce de relance de politique sociale, de politique de redistribution, de politique de stimulation de la demande. On allait, grâce à l'euro, pouvoir enfin utiliser la politique budgétaire. On n'a pas fait de budget, alors évidemment, comme on n'a pas de budget, on ne peut évidemment pas s'en servir. Mais le même paradoxe nous saisit en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune, parce que cette politique étrangère et de sécurité commune, et toute l'idée européenne est là, c'est quand même la question de la taille critique, de la masse critique, de pouvoir faire un bloc qui équilibre les autres blocs, et d'abord l'hyperpuissance américaine. Eh bien, comme vous le savez, l'article 42 du traité de Lisbonne prévoit que l'OTAN est le bras armé de l'Union européenne. L'OTAN, vous le savez très bien, c'est à la fois un traité, mais c'est aussi une organisation militaire intégrée dont la chaîne de commandement arrive directement dans la Maison Blanche. Donc tout ça est quand même extrêmement paradoxal, extrêmement étrange. On peut dire aussi que finalement l'Europe, si c'est une notion un peu géographique, cette péninsule du continent eurasiatique, l'Europe, en fait, plus il y a d'Union européenne, et moins il y a de définition stable de ce qu'est l'Europe. Il y a une sorte de transfert à l'Union européenne de ce symptôme, ce syndrome typiquement allemand, d'avoir des frontières relativement floues et des frontières mobiles, et de ne pas savoir finalement où l'Allemagne commence, si, enfin, encore qu'elle peut commencer en Alsace, en Lorraine, on l'a déjà vu dans le passé, donc ils ont une fâcheuse tendance à étendre leurs frontières, leur point de départ, mais leur point d'arrivée, c'est le fameux Drang-nach-Osten. Donc là, l'Europe, bon, peut-être demain l'Ukraine, on ne sait pas, au sud et à l'Orient, la Turquie, oui, non, pourquoi, comment. Donc il y a quelque chose d'assez mouvant dans la définition de l'Europe, et plus l'Union européenne s'affirme, et moins finalement elle définit proprement ce qu'est, ou elle se borne dans l'espace. Mais la borne dans l'espace, et notamment face à la Turquie, évidemment, nous ramène à une borne dans le temps, et donc à un héritage historique. Parce que si l'Europe, on va y revenir dans les paradoxes, si l'Europe, il est compliqué de la définir historiquement, s'il y a des moments où dans l'histoire, en tant qu'acteur politique, en tant que sujet géopolitique, l'Europe a pu exister,
c'est face évidemment à l'adversité et face à la conquête. La conquête turque, la conquête ottomane, si l'Europe a existé un moment, c'est peut-être à l'épante. François Ier n'était pas tout à fait dans le coup. Mais enfin, déjà, la France prenait dans les brancards. Mais en tout cas, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a quand même une conscience européenne. C'est indiscutable. Et là, alors que l'Europe est confrontée à la Turquie, elle rate cette occasion historico-géographique de marquer son territoire et de dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Je ne reviens pas sur la querelle des origines chrétiennes ou des racines chrétiennes de l'Europe. Donc il y a vraiment, et ça a été dit de manière beaucoup plus éloquente et beaucoup plus claire, sur la négation même de l'idée de frontière à l'intérieur du schéma européen. Si on revient un instant sur ce qu'est, on pourrait parler des migrations, du refus aussi finalement de défendre ces frontières face à des flux migratoires, qui sont évidemment d'autant plus préoccupants qu'on n'en est qu'au prodrome, au départ. Si on cherche maintenant à prendre un peu de recul historique sur ce qu'est l'Europe, on se rend compte que si l'Europe a une caractéristique historique par rapport à d'autres continents, cette caractéristique, on peut la trouver. Probablement, c'est le fait qu'il y a un morcellement entre différents acteurs politiques. Alors là, aujourd'hui, il n'y a plus que des États-nations en Europe et puis cette espèce de superstructure qu'on a peine à définir, qui s'appelle l'Union européenne. Mais ces États-nations, elles n'ont pas toujours été en place. Comme vous le savez, il y avait des cités, il y a eu un empire, des empires, des tentatives d'empire, et puis des monarchies qui sont devenues les États-nations, les premiers, chronologiquement la France puis l'Angleterre. Or, ce qui est caractéristique sur le long cours de l'histoire de ce continent, c'est qu'aucun acteur n'est en mesure d'imposer à l'ensemble des autres acteurs dans cet espace défini, même défini de manière réduite, à l'Europe occidentale, aucun acteur n'est en mesure de s'imposer durablement, d'installer une hégémonie, voire même encore plus d'installer une conquête, sans immédiatement sécréter une coalition des autres acteurs en face de lui. On ne voit pas à Hitler, à Bonaparte, à Charles Quint, tout ça, je pense que vous le savez. Et donc c'est ça qui est une des caractéristiques historiques propres de ce continent, c'est d'être symphonique. C'est d'être un continent où plusieurs ensembles politiques coexistent en fait. L'Europe n'a jamais été une seule cité. C'est un espace où plusieurs cités peuvent se faire la guerre, peuvent coexister pacifiquement, mais en tout cas, il n'y a pas pu y avoir d'absorption ou d'absorption impérialiste, comme on a pu le voir en Asie, comme on a pu le voir même en Amérique du Sud, comme on a pu le voir a fortiori en Eurasie avec la Russie. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cette Union européenne? Là aussi, on est dans un paradoxe, parce que si l'Europe, c'est un peu l'Europe de l'esprit à la mode de Paul Valéry, c'est l'Europe des parapets, c'est l'Europe de la culture, peut-être que là aussi, il y a une caractéristique proprement européenne quand on cherche à définir l'Europe, même si l'Amérique est fille de l'Europe, ou l'Australie, ou la Russie, et a fortiori le Québec. C'est peut-être cet endroit du monde où la culture n'a ou n'avait, à l'imparfait, pas de prix. C'est-à-dire que ce qui était proprement européen, c'est de mettre les universités dans les centres-villes. Ce qui était proprement européen, et quand on cherche d'ailleurs à savoir ce qu'est l'Europe, on tombe inévitablement, ou on retombe inévitablement sur Cervantes, sur Shakespeare, sur Beethoven, sur Bach, etc. Donc on retombe sur une diversité culturelle, pas une unité, on retombe sur une symphonie, pas sur une monodie, mais on retombe sur l'idée que la culture, eh bien, elle ne se monnaie pas. Or, plus il y a l'Union européenne, et plus il y a une culture non seulement non européenne, américaine, le cinéma américain, la langue anglaise, le globish qui s'en. Mais au-delà, l'idée que, finalement, oui, l'exception culturelle à la mode française, il faut que ça saute, c'est une exception purement française, et l'Union européenne y fait obstacle. Même raisonnement sur le social. On peut dire que s'il y a une caractéristique, alors là on est plus tard dans l'histoire, de manière plus tardive sur le XXe siècle, au début du XIXe, s'il y a quelque chose d'original, ce ne serait pas la démocratie est partagée par d'autres continents, mais c'est l'idée de la redistribution, l'idée d'une justice sociale. Après tout, il faut se souvenir que Bismarck a inventé l'assurance chômage. Beveridge, on dit que la Grande-Bretagne est ultra-libérale, c'est vrai aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Beveridge était un des pères fondateurs d'une sorte de welfare state, c'est une expression anglaise, et de redistribution à l'anglaise. Et puis, bien sûr, le legs du Conseil national de la résistance. Or, plus il y a d'Union européenne, et plus il y a de pression pour détruire ou faire voler en éclats ce qui était donc proprement européen. On pourrait voir le même paradoxe en ce qui concerne la démocratie, avec cette défiance à l'égard du suffrage universel, du référendum en particulier, puisqu'il faut revoter quand on a mal voté. Mais globalement, c'est très paradoxal parce que l'Europe, plus on essaie de la définir et plus cette définition nous échappe. En fait,
Je crois qu'on peut parler d'un objet politique non identifié. Alors politique justement, est-ce que c'est vraiment politique? Ou d'un objet juridique non identifié pour terminer. C'est pas vraiment une fédération, c'est pas une confédération non plus. On n'a jamais vu de confédération avec une monnaie. C'est une monnaie sans État. Si on s'intéresse un instant sur le droit, alors on pourrait définir l'Europe par le droit, ce sont des institutions qui sécrètent du droit. Tout ça c'est vrai. Mais ce droit, eh bien, il n'est pas européen en fait, il est international. Techniquement, si le droit européen est supérieur à la loi, c'est pas parce qu'il est européen, c'est parce que c'est du droit international. Et qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les États avaient tellement piétiné le droit international, avaient tellement défait ce qu'ils avaient fait dans des traités, dans des accords qu'ils avaient passés entre eux, qu'on a cru utile, les Nations Unies ont cru utile, de protéger, de surprotéger les traités, à la fois dans des instruments internationaux, mais aussi ça s'est reflété dans les constitutions, dans notre constitution, celle de la 4e puis celle de la 5e République. Là, je crois que c'est l'article 55 de la constitution du 4 octobre 58 qui dispose que le droit international est supérieur à la loi. Mais précisément parce que le droit international est extrêmement fragile. On sait que ce droit international, il est chrono-dégradable en fait, et qu'il est vraiment soumis au bon vouloir des États. Donc finalement, on est face à toutes sortes de paradoxes. On est vraiment en droit de s'interroger sur ce qu'est finalement cette Europe. Dans une définition plus consciente, on en vient peut-être à Paul Valéry, on peut penser que le fameux spectre là, de la civilisation européenne qui se cherchait dans les décombres, dans ce texte célèbre de Valéry, Variété, les Européens sans doute étaient obsédés par l'exemple de la guerre du Péloponnèse. Et donc, en se disant, finalement, on s'est autodétruit. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de guerre civile, parce que guerre civile, ça voulait dire qu'il y ait une seule cité européenne. Je crois qu'il n'y a jamais eu de cité européenne et qu'il n'y en aura jamais. Mais en revanche, il y avait la crainte que ces cultures et cette civilisation en viennent à s'autodétruire, et donc de mettre en place quelque chose qui empêchait l'autodestruction. Mais il me semble qu'avec l'Union européenne et surtout l'accélération qu'on a connue dans les années 90, on est passé à quelque chose d'une nature différente. Et pour comprendre cette nature, pour essayer de cerner cette nature, il faut s'arrêter un instant et essayer de définir un concept que je mets sur la table et qui me semble être la clé qui permet d'ouvrir le mystère de la construction européenne. Alors ce concept, c'est l'hystérèse. Alors l'hystérèse, ça vient d'abord des sciences physiques. On parle de l'hystérèse des substances ferromagnétiques, c'est-à-dire on constate que quand il y a eu un champ magnétique sur un métal qui a subi une induction magnétique, eh bien le champ magnétique qu'on mesure dans ce métal, il est dû à la fois au champ magnétique qui s'exerce actuellement, mais aussi il garde la trace, en quelque sorte, une sorte d'effet mémoire des champs magnétiques antérieurs. Donc il y a comme une espèce de cause fantôme, en fait, c'est ça l'hystérèse. L'hystérèse, c'est la propriété d'un système qui tend à demeurer dans un certain état quand la cause qui a produit le changement d'état a cessé. Alors ça s'est appliqué à l'économie, et c'est le prix Nobel d'économie Edmund Phelps qui a utilisé ce concept pour la première fois dans le champ des sciences économiques, il l'a emprunté à la physique, et il a montré qu'en fait un taux de chômage pouvait résulter non seulement de causes actuelles qui produisent le sous-emploi, mais aussi de causes passées, comme s'il y avait une espèce d'effet mémoire, plus on avait eu du chômage dans le passé et plus on en aurait dans le présent. Bourdieu également a tiré ce concept en sociologie. Vous savez, c'est cette idée d'habitus, le fait qu'on est déterminé à avoir un certain nombre de comportements sociaux. Eh bien, il a dit, voilà, il y a une hystérèse sociologique, puisque quand un individu change de classe ou de catégorie sociale, il peut conserver des traits ou des comportements qui sont dus à son ancienne classe sociale. Alors vous me direz, mais c'est bien gentil d'utiliser ce concept d'hystérèse en histoire et en histoire politique, mais somme toute, à quoi servirait l'histoire s'il n'y avait pas beaucoup de phénomènes de mémoire? On étudie l'histoire pour comprendre le passé, mais évidemment aussi pour éclairer le présent. Donc la science historique part du principe que le passé peut éclairer le présent. L'hystérèse, c'est plutôt l'idée appliquée au champ de l'histoire et de l'histoire politique. C'est pas seulement l'idée que le passé peut nous influencer. C'est l'idée que le passé peut nous dérégler, ou dérégler notre perception du présent. C'est plutôt l'idée que ce passé pourrait venir nous obséder, venir nous troubler et brouiller notre vision du présent. En fait, c'est l'idée que ça peut provoquer des anachronismes, donc ne pas comprendre dans quelle époque on vit, et aussi des effets inconscients. La meilleure image, c'est Don Quichotte qui se bat contre des moulins parce qu'il a la tête farcie de romans de KPDP. Alors, de l'hystérèse, on passe à l'hystérie. L'hystérie, vous savez, ça vient du grec et de l'utérus. Les Grecs n'étaient pas spécialement
des partisans de MeToo. Et donc, dans la Grèce antique, ils pensaient que voilà, l'utérus des femmes faisait en sorte que le monde résonnait et les maux du monde, les désordres du monde pouvaient résonner à l'intérieur des entrailles de nos compagnes. Voilà. Et alors, ce préjugé a été tenace, a eu la vie dure, et à la fin du XIXe siècle, on croyait aussi que les femmes, c'était dans la nature féminine d'être hystériques, donc de raisonner, de faire en quelque sorte de parfois contrôler ses réactions parce qu'on est en quelque sorte trop poreux ou hypersensible. Et c'est en travaillant avec Charcot, comme vous savez, que Freud est tombé sur l'inconscient. Charcot, lui, était persuadé que ces manifestations d'hystérie avaient des causes physiologiques, peut-être pas l'utérus, mais en tout cas des causes physiologiques proprement féminines. Et Freud est tombé sur l'inconscient, et on ne fait pas l'histoire, vous la connaissez, c'est celle d'Adao, cette première patiente dans 5 leçons sur la psychanalyse, et cette jeune fille de la bonne bourgeoisie viennoise, en fait, a des comportements complètement erratiques et complètement bizarroïdes quand elle voit un verre d'eau, parce qu'il y a un effet de réminiscence d'un phénomène traumatique qu'elle a subi et d'un désir incestueux qui vient la traumatiser. Donc on est, avec ce phénomène d'hystérèse, dans le concept du traumatisme. En fait, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? L'Union européenne, c'est une construction juridico-politique qui vise, en fait, de manière absolument involontaire et inconnue des acteurs eux-mêmes, en tout cas dans sa phase d'accélération après 1990-92, donc le traité de Maastricht, c'est un phénomène traumatique, un phénomène hystérétique des épisodes totalitaires, que sont à la fois le nazisme, le stalinisme, le totalitarisme brun, le totalitarisme rouge. Et les deux effets, ou plutôt les 3 effets, sont un effet de latence, ce qu'on appelle un effet de latence traumatique, c'est-à-dire que quand vous êtes traumatisé, imaginons que vous soyez victime d'un accident de voiture, vous pouvez avoir un effet de blackout, c'est-à-dire que vous vous souvenez de rien du tout, souvent vous vous souvenez de rien quand le choc a été trop violent. Donc là, il y a un effet de refoulement dans un premier temps, et d'abord, je pense que les acteurs de l'Union européenne n'ont pas conscience qu'en fait, ils sont les jouets eux-mêmes de ce genre de phénomène, et que leur construction est tellement absurde, ils ne se rendent absolument pas compte de ce qui les a poussés à agir de manière aussi absurde, ou absolument en décalage par rapport à l'histoire ou au rapport de force et à la réalité historique. Deuxièmement, il y a un effet de phobie, c'est-à-dire que quand vous avez été traumatisé dans un accident de voiture, vous ne pouvez plus monter dans une voiture, vous avez très peur des voitures, en tout cas si vous êtes dans une voiture, si la vitesse s'accélère, vous avez peur. Et puis il peut y avoir un effet d'inversion, un effet de déplacement. Donc, vous avez un comportement extrêmement bizarre, peut-être que vous achetez des petites voitures et que vous jouez avec toute la journée, enfin il y a des manifestations assez étranges de dérèglement de la personnalité. Maintenant, pour bien comprendre ce phénomène d'hystérèse de l'Union européenne, il faut se rappeler aussi, je vais faire très brièvement, ce qu'est le totalitarisme. Dans une définition canonique, qui est celle qu'a donnée Raymond Aron, dit qu'il y a 5 caractéristiques du totalitarisme. La première, c'est qu'il y a un monopole de l'activité politique qui est détenue par un parti unique. La seconde, c'est qu'il y a une idéologie qui est monopolistique. La troisième, c'est qu'il y a un monopole des moyens de répression physiques et moraux, de persuasion aussi par le parti unique. La quatrième caractéristique, c'est qu'il y a une subordination de toutes les activités économiques, sociales, culturelles à l'idéologie politique qui est celle du parti politique, qui a le monopole. Et enfin, cinquième point, on le sait, un appareil de terreur implacable. Alors, il faut bien comprendre que ce totalitarisme, que ce soit dans sa version nazie ou dans sa version soviétique, il n'est pas seulement une hyperbole du politique. Il n'est pas seulement un phénomène d'obésité du politique, en quelque sorte, de gonflement du politique. Le politique entendu, bien sûr, comme un pouvoir qui a le monopole de la violence légitime, comme dit Max Weber, et qui s'exerce sur un territoire et sur un peuple. C'est pas seulement quelque chose qui a fait grossir l'activité politique et de manière démesurée. C'est que le changement de degré a induit un changement de nature. En fait, la cellule politique est devenue une cellule tumorale avec le totalitarisme. Le territoire, c'est plus le territoire. En fait, il y a une idée de conquête du monde dans le totalitarisme. Donc il y a l'impossibilité de fixer des frontières. En fait, les frontières, elles sont faites pour être repoussées quand vous êtes un stalinien ou un nazi. Le peuple, c'est plus un peuple. Alors c'est une race, c'est l'homme nouveau qu'on va fabriquer, et c'est aussi quelque chose qui est tellement soudé qu'on ne peut plus parler de la définition d'un peuple qui est relié par une amitié politique, comme dirait Aristote, ou qui est relié par un affectio societatis, comme disaient les latins. Non, il faut que le peuple communie de manière quasiment fanatique et incandescente. L'autorité, le concept d'autorité qui fait que vous obéissez sans la contrainte,
et qui fait que vous obéissez sans les moyens de persuasion, entre parenthèses, on ouvre une parenthèse, pour Hannah Arendt, c'est ça l'autorité, hein, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose à quelqu'un ou à d'autres, sans avoir besoin de s'expliquer, de se justifier, de parler en permanence, ou sans avoir besoin de taper. Donc sans envoyer les CRS et sans parler pendant 8 heures, si vous voyez ce que je veux dire. Fermons la parenthèse. Donc l'idée, c'est que l'autorité, cette fois-ci, c'est confondue avec l'idéologie. Et l'idéologie, elle repose sur une idée scientifique. Quelque chose d'absolument incontestable, tel que la race ou les superstructures de la pensée marxiste. Et puis, cette certitude scientifique qui explique tout de l'idéologie, eh bien, elle va donner lieu à un quasi-culte religieux. Enfin, le monopole de la violence change de nature parce que c'est plus le monopole de la violence qui est justifié par Weber et puis de manière théorique, mais justifié déjà par Aristote et par Platon, par la philosophie grecque comme étant, si vous voulez, utiliser la dose de violence minimale pour assurer deux objectifs clairs du politique que sont, d'une part, la concorde, c'est-à-dire faire en sorte que les gens vivent ensemble sans se taper dessus. Ça, des gens comme Macron n'ont pas bien compris que c'était très très compliqué. C'est peut-être ce qu'il y avait de plus compliqué, c'était infiniment plus compliqué que le management. De faire en sorte que les gens puissent vivre de manière pacifique sur un territoire, une population donnée sur un territoire donné. La paix à l'intérieur, la concorde à l'intérieur. Et à l'extérieur, bien sûr, c'est la paix, puisque entre entités politiques, entre États, la violence peut toujours ressurgir. Eh bien, au lieu d'avoir le minimum de violence pour obtenir le résultat, la concorde et de la paix, et éventuellement de rétablir la paix si elle est menacée, vous savez que la terreur totalitaire commence précisément lorsque la concorde et la paix sont assurées. Lorsqu'il n'y a plus d'ennemis ni intérieurs ni extérieurs, c'est là où la violence totalitaire commence à se déchaîner à proprement parler. Et là où, de manière paranoïaque, on va rechercher les vrais ennemis du peuple, etc., qui sont d'autant plus des ennemis qu'en fait ils pensent comme nous. Ou qui nous ressemblent comme les juifs d'ailleurs. Donc finalement, la caractéristique du totalitarisme, c'est à la fois d'avoir cette croyance fanatique en une science qui devient une religion avec un demi-dieu ou un grand prêtre, qui est le dirigeant totalitaire, mais aussi un déchaînement de violence et de moyens de répression. Alors là, on voit clairement maintenant que ça s'applique à l'Union européenne. D'abord l'effet d'amnésie pour commencer et l'effet de latence. Je dis quand on est choqué, on subit un traumatisme, on peut oublier temporairement. Ce que dit Freud d'abord, c'est que quand vous avez des souvenirs traumatiques, tant qu'ils ne sont pas verbalisés, c'est tout l'art des psychanalystes, c'est pour ça qu'ils vous demandent de l'argent, c'est parce qu'ils vous font parler. Et dans la théorie de Freud, tant que vous ne parlez pas, tant que vous ne verbalisez pas, eh bien ça continue à vous oppresser. Mais pour une fois que la psychanalyse et les neurosciences sont d'accord, ou l'imagerie médicale est d'accord, c'est sûr que les neurosciences ont montré qu'en fait, même quand vous avez été victime d'un effet d'amnésie suite à un traumatisme, en fait, la mémoire, elle existe quelque part. Elle est bien encryptée dans votre cerveau. En fait, il y a comme un effet de codage, comme un effet d'encodage de cette mémoire. Donc elle n'est plus accessible, mais elle existe. Et elle existe même de manière intacte. Eh bien, on voit en fait que cet effet d'amnésie a bel et bien existé, puisque les phénomènes totalitaires ont relativement peu intéressé les sociétés européennes pendant très longtemps. Je me suis amusé à faire ça dans ma thèse, je n'ai pas les moyens de preuve, mais je vous assure que quand vous prenez des instruments, par exemple numériques de la BNF, et que vous regardez les livres qui ont été consacrés, prenez que les livres, vous pourriez regarder les films, etc., d'autres manifestations culturelles, mais simplement les livres consacrés au sujet totalitaire, consacrés au nazisme, consacrés à la Shoah, consacrés au Goulag, consacrés à la répression totalitaire soviétique avant et après 1990, c'est un facteur 800, je crois, ou 700 ou 800. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait ça. Donc brutalement, il y a une remontée de la mémoire. Alors c'était déjà vrai des gens qui avaient été victimes de cette répression. Vous savez que pour survivre à ce phénomène de la résilience, ils l'ont enfoui, mais c'est manifestement vrai d'un point de vue collectif. Et on voit des balises chronologiques qui commencent à faire en sorte que cette espèce de bulle de mémoire remonte à la surface collective. L'archipel du Goulag, 1973, qui est traduit en France. On ne va pas en parler avant, même si on sait tout déjà, c'est le voyage de Gide par exemple. Mais on ne veut pas savoir. Holocauste, 1979, c'est le feuilleton américain qui va être qui va sortir sur TF1 en 1979 en France. Le 28 octobre 1981, très intéressant comme date, 28 octobre 1981, c'est la diffusion du Chagrin et de la pitié, très beau film de Marcel Ophuls, sur le service public. C'était une des promesses de François Mitterrand, puisqu'en fait, à l'époque du général de Gaulle,
on avait, le RTF à l'époque avait interdit la diffusion de ce film parce que les Français avaient besoin d'espoir et pas besoin d'être accablés. En fait, ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, il raconte évidemment la chronique assez peu glorieuse de l'occupation à Clermont-Ferrand. Et donc là, le 28 octobre 1981, il y a plus de téléspectateurs, j'ai vérifié en proportion, qui vont regarder Le Chagrin et la Pitié à 20h30, qu'il va y avoir en proportion de gens qui vont regarder la finale de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est un phénomène absolument majeur dans l'inconscient politique français, dans la conscience, puisque là, ça passe à la conscience. Shoah de Jacques Lanzmann, 1985, on pourrait en citer d'autres. Or, évidemment, vous vous rendez compte que le phénomène d'accélération de la construction européenne, avec les premiers plans de Delors, etc., le fait qu'on veut accélérer cette construction et qu'on va bel et bien passer à l'acte, ça date de ces années-là, puisque le point de repère essentiel, c'est Maastricht 1992. Donc on a bel et bien un effet d'amnésie dans un premier temps, et on retrouve la mémoire, et quand on retrouve la mémoire, on construit l'Europe. Un effet de phobie. Un effet de phobie, c'est tout à fait caractéristique, puisqu'il y a la phobie de l'intolérance, cette idée qu'il y a une hypersensibilité à la question des minorités, et ça c'est le sujet par excellence de Mathieu, cette idée que finalement les minorités, les langues régionales, les identités, les migrants, les minorités religieuses, les minorités sexuelles, comme par hasard, tous ceux qui symboliquement ou réellement ont été victimes de génocide ou de massacres vont faire l'objet d'une surprotection de la part de l'Europe, de dispositifs juridiques particuliers, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Une phobie de la répression. L'État, c'est aussi la capacité à réprimer, c'est aussi d'utiliser la force publique. Eh bien, qu'est-ce que fait l'Europe? Quel est le cœur finalement de la philosophie juridique de l'Union européenne? C'est la protection des droits individuels. Et protection des droits de la personne, l'Europe en fait a une espèce de pénalophobie, ou de régalo au sens de régalien, de régalophobie. Et nos propres tribunaux, bien sûr, se sont empressés d'utiliser la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ou de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas tout à fait l'Union européenne, mais ça fait partie du mécanisme de la construction de l'Europe, de l'unification de l'Europe. En fait, l'idée, c'est que le droit doit corseter les États, doit les empêcher en fait d'utiliser à tort et à travers leurs facultés de répression. Et il y a toujours une volonté de protéger davantage, toujours davantage, de renforcer toujours davantage les droits de l'individu, bien sûr, sans devoir. Comme si les gouvernants, les États en Europe se méfiaient d'eux-mêmes et voulaient confier à des tiers, et que ce tiers, c'était l'Union européenne. Une phobie du peuple et de la démocratie, bien sûr. On pourrait appeler une agoraphobie, la phobie du suffrage universel direct. Alors, on pourrait citer litanie de citations. Fritz Bolkestein, ce commissaire européen dont le nom fait penser étrangement à Frankenstein, mais il n'y a aucun rapport, si ce n'est l'état d'esprit. Je m'oppose à la démocratie directe, par exemple, va dire ce monsieur. Bon, c'est sympa. Jean-Claude Juncker, il ne peut, alors ça c'est très connu, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités. Alors, ce ne sont pas des paroles en l'air, Syriza, on a fait l'expérience, le Brexit est en train d'en faire l'expérience, le Danemark, les Pays-Bas, la France, avec les votes qui ont été vidés de leur substance, ou même l'injonction de revoter. Une phobie de la nation, à l'évidence, et je pense que cette phobie de la nation, c'est l'idéologie proprement européenne qui consiste, à mon sens, à étendre à l'ensemble des nations qui font partie de l'Union européenne, à l'ensemble des 27 États membres, ce que Habermas avait appelé le patriotisme juridique ou le patriotisme constitutionnel allemand, qui est à la fois un patriotisme rentré, un patriotisme contrarié, évidemment un patriotisme dépassionné. Les Allemands ont une sorte de fierté de finalement d'avoir réussi leur conversion à l'état de droit et d'avoir réussi leur conversion à la démocratie, tout en n'ayant pas la possibilité de communier dans un sentiment chaleureux d'affectio societatis en fait positif. Et en fait, on se rend bien compte que c'est un marqueur, comme une sorte de marqueur biologique quand vous avez une maladie. Vous pouvez regarder dans vos analyses sanguines, vous regardez, il y a des marqueurs. Et bien là, c'est vraiment un marqueur d'adhésion à l'idée européenne, au patriotisme européen. Plus vous avez fauté pendant la Seconde Guerre mondiale, plus vous avez été traumatisé par le totalitarisme, et plus vous allez adhérer, entre guillemets, à cette idée de patriotisme européen. Alors c'est très clair, j'avais dit bien longtemps avant le Brexit, l'Angleterre sortira. Pourquoi? Parce que l'Angleterre n'a pas eu de raison, enfin, il n'y a eu aucune tâche sur l'Union Jack en quelque sorte. Le Danemark, c'est la même chose.
la Suisse c'est la même chose, etc. Enfin, toutes sortes de pays qui n'ont pas de raison en fait d'utiliser l'Union européenne comme l'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire comme en fait ce qu'on appelle en hébreu la mikvé, enfin la piscine, le bain purificateur en fait du judaïsme, c'est-à-dire que vous vous baignez pour vous laver de vos péchés. On retrouve cette idée dans le christianisme avec les fonds baptismaux. Voilà, vous vous lavez avec les eaux lustrales. C'est ça l'Union européenne en fait, c'est une piscine purificatrice pour États ayant fauté. On voit d'ailleurs en Allemagne que Pegida, le mouvement contre les migrants en Allemagne, c'est un mouvement de patriotisme européen. C'est très, très curieux, parce qu'il n'y a pas de mouvement de patriotisme allemand, allez savoir pourquoi. Du côté d'Auschwitz, vous comprendrez. Donc, il y a l'idée finalement que l'idée de l'Union européenne, c'est l'idée de refroidir le sentiment d'Apex Societatis, c'est-à-dire en fait de faire en sorte, bien sûr ça a été dit tout à l'heure en introduction, de réduire les problèmes politiques à des problèmes techniques, mais de faire en sorte que le lien politique ne soit plus un lien culturel. Donc il y a la volonté de découpler l'attachement politique et l'attachement culturel. En fait, si le projet de l'Union européenne allait jusqu'à son terme, s'il y avait vraiment un État européen, une constitution européenne, et si le projet avait réussi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un Allemand serait chez lui en Grèce. Ça voudrait dire qu'un Grec serait chez lui en Allemagne. Et ça, évidemment, c'est extrêmement curieux. Ça veut dire que, notamment, par incident, que vous ne pouvez plus assimiler vos immigrés. Les assimiler à quoi? À une zone aéroportuaire où il y a une espèce de zone franche d'aéroport avec des magasins, une libre circulation des marchandises, des biens, des personnes. Il y a vraiment cette idée de faire en sorte que la construction politique ne soit plus arc-boutée sur une identité culturelle. Et puis, bien sûr, il y a cette agoraphobie dans le sens où il faut détacher le pouvoir de décider du suffrage universel direct, avec tout ce que ça implique de passion, d'irrationnel, de dimension passionnelle et irrationnelle. C'est le général de Gaulle, ça a été repris par le célèbre discours de Philippe Séguin entre le traité de Maastricht en 1992, Charles de Gaulle qui dit « La démocratie, pour moi, se confond exactement avec la souveraineté nationale. » Pourquoi pas faire l'affront d'expliquer ça à Sciences Po et en plus à critique de la raison européenne, parce que bien sûr le mécanisme de minorité-majorité, si vous acceptez d'être mis en minorité, c'est que vous partagez suffisamment de points communs avec la majorité et qu'en plus vous avez l'espoir de changer la majorité la fois suivante. Donc il y a une phobie du peuple, il y a une phobie du suffrage universel direct, il y a une phobie du patriotisme. Pourquoi? Parce que le patriotisme, le suffrage universel direct avec les référendums, l'adhésion populaire au stalinisme et au nazisme, tout ça en fait c'est comme le gars qui a subi un accident de voiture, ça me rappelle la voiture, enfin, ça me rappelle l'autoroute, c'est absolument effrayant. Et puis il y a également une phobie de la puissance. Cette phobie de la puissance, elle se voit par le fait que l'Europe est une construction d'un État sans moyens de coercition, c'est un alcool sans alcool en fait, c'est un État sans sucre en quelque sorte, sans régalien, sans police, sans forces armées, sans diplomatie, sans service de renseignement. Donc il n'y a plus de moyens de maintenir la concorde à l'intérieur et la paix à l'extérieur. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, et là on voit finalement s'éclairer en fait, pourquoi il y a l'article 42, pourquoi l'Union européenne, tout en voulant faire mine de créer une puissance, s'en remet à une autre puissance, parce qu'il y a cette phobie, évidemment, de la puissance. Pourquoi l'Union européenne aussi crée une monnaie sans pouvoir s'en servir? Parce qu'il y a la phobie de la puissance, la phobie de l'État, mais si jamais on a une monnaie peut-être qu'on peut s'en servir, c'est très dangereux, un peu comme un alcoolique qui se dit je vais pas surtout pas déboucher une bouteille, c'est très très dangereux. Donc c'est les alcooliques anonymes en fait, de l'histoire de l'Union européenne, c'est exactement ça. Et c'est peut-être un peu long là, non? On va peut-être passer à Mathieu. Voilà. Enfin, il y a un effet de déplacement et d'inversion, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Merci. Alors, je ferai beaucoup plus bref pour éviter qu'on se rende à la fin de la conférence sans que les questions ne soient possibles. Donc, je vais essayer de m'en tenir à un problème assez simple, tel qu'il avait été proposé dans le titre de la conférence, c'est de quoi l'Union européenne est-elle le nom? Je chercherai à comprendre, en fait, avec vous, comment l'impossible, non pas l'impossible, mais la difficile définition de ce qu'est l'Europe, ou les définitions contrastées ou contradictoires qui sont proposées de l'Europe, révèlent en fait les failles théoriques, les failles intellectuelles qui rendent difficile, sinon impossible aujourd'hui, une véritable construction, une composition politique de la civilisation européenne. Alors, point de départ, si l'Europe se présente à nous comme une évidence absolue, c'est à la manière d'une civilisation.
Une civilisation aux frontières, Guillaume me disait, approximatives, est-ce que ça inclut ou non la Russie, et si oui, jusqu'où? Dans quelle manière, jusqu'où l'Europe s'étend-elle? Mais il y a néanmoins, au-delà du flou de la frontière, ce sentiment que nous sommes néanmoins devant une civilisation qui a son mode d'appartenance à l'histoire d'une manière ou de l'autre. Donc il y a une civilisation européenne qui, au fil de l'histoire, s'est étendue et a accouché, notamment avec l'Amérique, d'une forme d'extension d'elle-même qui s'est peu à peu autonomisée, mais les deux se rassemblent sous cette référence commune qui est la civilisation occidentale. Bien que, encore une fois, chez les Européens les plus sincères, quelquefois, le concept d'Occident est remis en question, parce qu'on se dit, n'est-ce pas une manière de placer l'Europe sous la domination américaine sans le dire. Donc, il y a une civilisation européenne. On pourrait croire naturellement qu'il y a une ambition ensuite de composer politiquement, de fédérer, de rassembler, c'est à la civilisation européenne de lui donner une forme politique finalement. C'est la longue histoire de l'Empire en Europe, cette idée qui revient toujours, c'est-à-dire que pour que l'Europe advienne à l'unité, elle doit trouver sa vérité dans le principe impérial. Et on pourrait écrire, de ce point de vue, l'histoire de l'idée européenne à la lumière de l'éternelle renaissance de l'idée impériale, un concept qui en lui-même est hostile à l'idée démocratique à bien des égards. Je note que Bernard-Henri Lévy, dans sa tournée en ce moment, de conférence, en fait sa pièce de théâtre, Looking for Europe, si je me trompe bien en anglais. C'est étrange. Je dis ça comme ça. Se réfère au principe impérial. Et on a pu voir d'ailleurs dans la volonté de construire politiquement l'Union européenne, dans les années 80, 90 surtout 90, il y a eu une redécouverte positive des différentes expériences impériales européennes, comme si elles annonçaient d'une manière ou d'autre la possible construction de l'Europe, notamment l'Empire austro-hongrois, qui était redécouvert à la manière d'une forme d'Europe achevée, qui était probablement l'empire qui avait le mieux compris la dynamique propre de l'Europe. Donc c'est un principe qui revient toujours. Donc la volonté de constituer l'Europe civilisation en forme politique a été historiquement liée à la tentation impériale. De l'autre côté, s'il est une forme politique à travers laquelle l'Europe s'est inscrite dans le monde et a affirmé sa singularité, c'est paradoxalement à travers l'État-nation. C'est-à-dire que la forme politique spécifique de la civilisation européenne, celle qu'elle est parvenue à universaliser, et celle qui semble fidèle, en fait, semble tenir la promesse de l'idée démocratique, c'est l'État-nation. Cette idée que chaque peuple, pour peu qu'il en ait les moyens et qu'il en ait la volonté, aspire à se constituer en État indépendant. Donc l'expérience de la liberté politique en Europe, liberté politique non pas strictement en termes individuels, donc les droits libéraux, mais la puissance collective, s'est incarnée dans la forme qui est l'État-nation. Et on peut dire de ce point de vue que l'histoire réelle de l'Europe, l'histoire réelle de la liberté politique en Europe, est une histoire d'approfondissement du modèle de l'État-nation d'une vague à l'autre. Quelquefois, ça se passe bien, quelquefois un peu moins bien. Au moment de la chute de l'Empire communiste, on a vu plusieurs États chercher à se constituer comme États indépendants. On a connu évidemment la crise yougoslave, qui était catastrophique, mais où s'exprimait néanmoins le désir de peuple d'exister en leur propre nom, en se délivrant d'une tutelle, qui dans ce cas-là, c'était celle de la Serbie. Bon, et encore aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quelques résidus, où on peut voir ça autrement, quelques dernières nations qui reprennent conscience d'elles-mêmes et qui sont tentées par le modèle de l'État-nation, qui veulent pleinement advenir à elles-mêmes. On peut penser à l'Écosse, à la Catalogne. On peut être favorable ou non à l'Écosse ou à la Catalogne, la question n'est pas là. Mais la question est de voir que lorsque ces nations veulent s'exprimer politiquement à l'échelle de l'histoire, elles réclament non pas un statut de société distincte à l'intérieur de l'ensemble auquel elles appartiennent, elles réclament un statut d'État-nation. Donc ils veulent, pour eux aussi, cette forme achevée de l'existence politique qu'est l'État-nation. Donc il y a d'un côté la piste impériale, il y a de l'autre côté la piste nationale. Or, on pourrait dire qu'aujourd'hui, peut-être l'Europe suit-elle la piste impériale, mais c'est une forme d'empire terriblement désincarné. Il s'agit moins de l'empire tel qu'il a existé comme forme politique récurrente dans l'Europe, donc il faut un principe fédérateur pour permettre à l'Europe d'exister en tant qu'Europe au-delà des fractures nationales qui l'ont constituée, qui l'ont traversée. Une forme d'empire désincarné, humanitaire et bureaucratique qui prend la forme aujourd'hui de l'Union européenne. La singularité, pourrait-on dire, de l'Union européenne d'aujourd'hui
c'est que plus elle se construit et plus elle travaille à la déconstruction de la civilisation européenne historique. C'est-à-dire, on est dans ce paradoxe que l'Europe, pour se faire, doit défaire l'Europe. L'Europe, pour se constituer, doit nier sa singularité civilisationnelle et nier au même moment aussi la diversité des nations qui la composent. Je reconnais cela, notamment à travers les principes par lesquels on définit l'Union européenne. Alors, j'en évoque quelques-uns de mémoire: démocratie libérale, État de droit, économie de marché, État social, des principes fort honorables, fort légitimes, mais qui ne distinguent aucunement l'Europe à l'échelle du monde. De ce point de vue, la Nouvelle-Zélande est européenne, le Québec est européen, et la Colombie-Britannique pourrait vouloir un jour adhérer à l'Union européenne. C'est pas inimaginable de ce point de vue, parce que cette définition désincarnée, ça nous arrange. Bon, c'est quand même, moi, je crois que fondamentalement, je crois que la Colombie-Britannique va devenir une extension de la Chine plutôt que l'extension de l'Europe. Cette blague qui te fait quelquefois au Canada, j'étais à Pékin hier, ça parlait tellement chinois, je me croyais à Vancouver. Donc, bon, c'est doutable. Mais pour le dire plus sérieusement, à partir du moment où on définit l'Europe simplement à travers des principes universalistes, sans les ancrer dans une médiation historique quelconque, l'Europe devient insaisissable radicalement. Elle devient non reconnaissable, parce que si elle n'existe que par de tels principes historiques, comment peut-elle constituer sa singularité? Parce que le propre du politique, le politique advient lorsqu'on reconnaît une distinction fondamentale entre le particulier et l'universel. Le propre du politique, c'est d'assumer une politique pour une communauté humaine donnée, avec des intérêts spécifiques qui ne recoupent pas intégralement ceux de l'humanité dans son ensemble. Voilà pourquoi il y a une concurrence des pouvoirs, il y a une concurrence des institutions, une concurrence des puissances. Et de ce point de vue, le politique est par définition une politique du particulier. Or, l'Europe s'imaginant, se constituant, se construisant, s'imaginant, l'Europe semble incapable de nommer sa singularité. J'en donne quelques exemples. Au-delà de la question de la frontière à l'Est, qui, est, je crois, appartient à la civilisation européenne, les principes désincarnés dont je parlais, l'incapacité, Guillaume évoquait tantôt rapidement, de penser les racines chrétiennes de l'Europe. Alors, non pas à la manière d'une source religieuse explicite, mais penser, appelons ça, et c'est peut-être le christianisme s'y refuse peut-être, mais penser le christianisme à la manière de la religion historique de la civilisation européenne. Or, assumer les racines chrétiennes de l'Europe, c'est assumer que l'Europe a une singularité civilisationnelle et qu'elle assume cela ne serait-ce qu'à la manière d'une singularité privilégiée. Or, dans la logique du multiculturalisme, qui est l'idéologie dominante de notre temps, qui assume une identité en exclut au même moment toutes les autres. Et de ce point de vue, qui assume les racines chrétiennes de l'Europe au même moment, se ferme d'une manière ou de l'autre aux autres traditions religieuses qui pourraient vouloir s'inscrire dans la généalogie de la civilisation européenne. Et ça, on l'a vu de manière tout à fait singulière avec une question qui aujourd'hui semble passer de mode, mais qui n'était pas sans intérêt, c'est celle de la Turquie. C'est-à-dire pourquoi plusieurs plaidaient pour l'intégration de la Turquie à l'Union européenne. L'argument, c'était pour faire la preuve qu'elle n'est pas un club chrétien. C'est-à-dire, c'est cette idée, l'Europe n'est pas un club chrétien. Qu'est-ce que voulait dire cette formule? Je crois qu'elle était de Chirac. Ça consiste à dire l'Europe est un club chrétien, elle ne doit plus l'être. Donc, de ce point de vue, il fallait diversifier de manière maximale la composition identitaire de la civilisation européenne, et l'ouverture à la Turquie venait renverser cette idée comme quoi l'Europe était principe de civilisation, mais se définissait désormais comme une forme de projet appelé à toujours s'étendre. Donc, on disait que l'Union européenne devait traverser la Méditerranée et intégrer ensuite les pays du Maghreb. Donc, il y a cette idée comme quoi l'Europe devait se définir seulement, je dirais toujours, par une désincarnation plus grande. On le voit aujourd'hui, bon, probablement aussi avec la question de l'immigration, c'est-à-dire ce discours qui revenait dans les années 90-2000, comme quoi les migrants étaient les meilleurs Européens possibles parce qu'ils n'étaient pas prisonniers d'une médiation nationale. Donc, le drame du français, de l'allemand, du croate, du clanisme, donc le français c'est particulier, mais le drame des différentes nations, c'est qu'il y a une conscience nationale qui peut potentiellement entrer en concurrence avec la conscience européenne si elle est vécue comme contradiction. Or, le migrant étant immédiatement européen, était vu comme l'Européen d'excellence, par excellence, de ce point de vue. Donc, tout cela nous ramène à ce problème, j'essaie de terminer le plus vite possible, la difficile définition d'un continent qui, d'un côté, n'accepte plus, on pourrait appeler son identité civilisationnelle lourde, qui se penserait dans le conflit relatif avec certaines autres civilisations,
qui refuse aussi sa forme politique nationale, cette idée comme quoi, et ça c'est vraiment un des traits dominants de l'idéologie qui marque notre époque, c'est que les nations ne sont pas des appartenances fondamentales, mais des appartenances transitoires. Il y a eu la tribu, il y a la nation, il y aura autre chose, et la nation ne mériterait pas qu'on s'y attache, car elle ne serait qu'une construction sociale artificielle, un effet de discours en fait, et elle ne serait pas ancrée dans l'histoire à la manière d'une réalité privilégiée, elle n'aurait pas une densité ontologique plus grande. Donc la nation ne serait qu'un stade transitoire à dépasser pour qu'elle vienne une nouvelle conscience de soi, c'est le fameux post-national auquel répondent nos élites. Et de ce point de vue, je me permets un bref commentaire sur la vie française, la fascination malsaine des élites européistes pour l'anglais, je trouve, en dit beaucoup sur le rapport à la civilisation européenne. C'est-à-dire, il y a la recherche d'une langue qui les dominerait toutes, d'une langue qui les transcenderait toutes, et l'anglais devient alors cette langue de référence qui permet, paradoxalement, au moment où les Britanniques quittent l'Union européenne, l'anglais devient cette langue de référence qui permet de transcender les appartenances nationales pour fonder une appartenance à prétention universelle ou universaliste, puisque l'anglais a ce titre aujourd'hui. Et ça nous ramène à ce moment de ma campagne présidentielle qui m'avait renversé, quand Emmanuel Macron va faire un discours à Berlin en anglais. C'est exceptionnel. Alors qu'il le fasse en français, ce serait normal, qu'il le fasse en allemand, ce serait magnifique. Qu'il le fasse en anglais, c'est une forme de soumission bête à l'idéologie dominante. Et je suis persuadé qu'un homme de cette qualité intellectuelle, qui n'est pas une figure secondaire, était conscient de ce qu'il faisait en embrassant ici l'anglais comme langue de référence de l'Union européenne. Donc, quoi qu'il en soit, difficile définition de l'Europe. De quoi l'Union européenne est-elle le nom? Eh bien, on pourrait dire de plus en plus d'une forme politique en apesanteur, d'une forme politique qui veut toujours se pousser plus loin, d'ailleurs qui ne se légitime que par sa prétention à toujours aller plus loin. De ce point de vue, on est véritablement dans le progressisme, c'est-à-dire l'Europe, c'était comme disait Fukuyama, la maison de la fin de l'histoire, une étape dans la construction d'une humanité unifiée. L'Europe, et par ailleurs, l'Europe n'a de légitimité qu'en ayant toujours plus, en approfondissant toujours plus son intégration. Donc, on est devant une forme politique en apesanteur historique qui, pour s'accomplir, a besoin de déconstruire tous ces ancrages dans le réel, ces ancrages historiques, ces ancrages civilisationnels. Donc, on peut dire que de ce point de vue, c'est comme la forme politique privilégiée d'une modernité autoréférentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que la modernité? C'est notre époque, c'est notre temps, nous l'aimons plus ou moins, mais nous l'acceptons. Mais qu'est-ce que le fondamentaliste de la modernité? C'est une modernité qui ne connaît plus qu'elle-même. C'est-à-dire qu'il veut définir le réel exclusivement dans ses catégories à la manière d'un pur mouvement. De ce point de vue, l'Europe, dans son caractère insaisissable, est peut-être la forme politique moderne par excellence. À tout le moins, elle fait concurrence au Canada de Justin Trudeau, qui a aussi cette prétention. J'en arrive à ma conclusion en quelques mots. Il se peut que pour retrouver une définition plus substantielle de la civilisation européenne, on doit se tourner un peu à l'Est. Non pas sous la forme actuelle, la polémique des régimes libéraux, illibéraux, et ainsi de suite, qui me semble, que je laisse de côté, qui me semble plus ou moins intéressante, et relever sur toute la polémique politique, mais plutôt à partir de ce que Kundera appelait l'expérience des petites nations. Alors Kundera, dans un texte remarquable, un Occident confisqué, un Occident kidnappé, dit en 83-84, réfléchit sur le concept de petite nation. Il dit qu'est-ce qu'une petite nation? C'est une nation qui est consciente de la possibilité de sa disparition. C'est une nation qui est habitée par la conscience de sa précarité existentielle. C'est une nation qui sait qu'elle n'est pas éternelle. C'est une nation qui sait que demain matin, elle peut perdre d'un coup sa souveraineté, son indépendance, son existence politique. C'est une nation qui sait qu'elle peut mourir. C'est une nation à qui on explique régulièrement qu'elle n'est pas véritablement utile. Pourquoi vous entêtez-vous à parler croate? Pourquoi vous entêtez-vous à parler polonais? Pourquoi vous entêtez-vous à parler ces petites langues alors que vous pourriez parler des grandes langues de civilisation? Ce sont des nations qui, dans leur existence même, sont toujours accusées d'être dans le repli tribal. Alors, quoi que paradoxalement, ces petites nations sont conscientes du caractère précaire et par ailleurs indispensable de l'identité et de la culture, parce que sans cette culture, sans cette médiation, elles savent très bien qu'elles ne seront pas appelées à un plus grand universel, une forme d'appauvrissement existentiel grave. Lorsqu'on vous arrache à votre identité, vous n'êtes pas projeté à la manière d'un être universel magnifique et luisant, donc vous devenez tout simplement un ver de terre malheureux. Et de ce point de vue, les petites nations d'Europe de l'Est nous rappellent l'importance, je dirais, existentielle d'une définition riche sur le plan anthropologique et identitaire de soi-même. Elle nous rappelle aussi que l'Europe, donc l'importance, de connecter citoyenneté et identité, ce qui semble pour plusieurs aujourd'hui une idée étrange. Eh bien, il y a de citoyenneté véritable qu'ancrée dans un patrimoine partagé, dans une expérience du monde
qui se lie à la manière d'un destin, d'une existence, d'une forme de traversée dans l'histoire. On est engagé dans l'histoire par la médiation nationale. Une petite nation de l'Europe de l'Est nous rappelle aussi l'importance vitale de l'indépendance politique en elle-même. C'est-à-dire l'existence politique en soi est un bien, et ne pas être soumis à une puissance étrangère est un bien aussi en tant que tel. Mais je pense que de ce point de vue, et on le voit, leur prétention à exister par elle-même est quelquefois considérée de manière ridicule par Berlin, lorsque, sur la question des migrants, par exemple, l'espèce de tentation impériale germanique qui disait, bon, là, vous allez faire ça, vous allez vous soumettre à ça, vous allez accepter tel quota, et ainsi de suite, sinon on coupe les fonds et on ne sera pas content. Tentation impériale germanique renaissante. Donc, de ce point de vue, elles sont porteuses d'un souci de l'identité légitime. Elles sont porteuses d'un souci de l'indépendance politique et elles sont surtout aussi porteuses d'une conscience de la civilisation européenne. Parce que ces petites nations s'enorgueillissent de participer à la civilisation européenne en disant oui, nous en sommes d'une nuance moins connue et peut-être moins importante, mais néanmoins essentielle, parce que nous sommes un des visages possibles de la civilisation européenne. Donc il n'est pas interdit de penser qu'une partie de la pensée politique française, mais plus largement européenne, puisse se ressourcer à l'expérience des petites nations d'Europe de l'Est, non pas dans leur de travers aussi, mais non pas donc dans une forme d'idéalisation de leurs conditions, mais dans leur redécouverte du caractère existentiel du politique, le refus de le définir strictement en termes rationalistes ou fonctionnalistes, la nécessaire redécouverte de l'existence politique en soi-même et pour soi-même, et ensuite le lien entre identité et citoyenneté, sans lequel aucune démocratie n'est possible. Je vous remercie. Je vous remercie Mathieu Bocoté et Guillaume Bigot pour cette intervention tout à fait complète et éclairante. Je vais être assez rapide car on va laisser la parole au public après. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur une notion qui était très présente dans le débat public dernièrement, notamment dans la bouche du président de la République Emmanuel Macron, l'Europe qui protège. Alors c'est assez amusant d'entendre cette expression dans la bouche de ces gens-là qui ont pendant des décennies vilipendé toute idée de protectionnisme, associant en quelque sorte le protectionnisme à la guerre, au repli sur soi, au nationalisme. Mais on peut quand même se demander s'il n'y a pas des domaines dans lesquels on ne peut aujourd'hui peser dans les affaires du monde qu'à l'échelle intergouvernementale. Je pense par exemple au domaine juridique, numérique. Alors j'aimerais vous demander, Mathieu Bocoté et Guillaume Bigot, finalement ce serait quoi pour vous une Europe qui protège? Et comment est-ce qu'on construit une Europe qui protège en faisant en sorte que le politique reprenne ses droits sur l'économie? Brièvement, en fait, je ne crois pas avoir une compétence technique spécifique sur ces questions, mais là où il y a objet de réflexion, me semble-t-il, et c'est une proposition qui a été évoquée récemment dans le cadre de la campagne européenne par François-Xavier Bellamy, lorsqu'il dit certains produits manufacturés sont produits dans des conditions écologiques épouvantables dans tel endroit de la planète, et ici sont produits dans le respect des normes environnementales que l'on cherche à adopter de plus en plus en Occident. De même qu'ils sont produits dans des conditions sociales quelquefois épouvantables ailleurs, et des conditions sociales qui sont celles de la protection sociale qu'on a développées dans notre coin du monde. Et il disait qu'il est peut-être légitime aujourd'hui de restaurer d'une manière ou de l'autre une forme de protectionnisme, je ne crois pas que c'est son terme, mais il se peut que ce soit, une forme de protection à tout le moins, en disant si nous nous imposons à nous-mêmes des contraintes dans la production de tel et tel produit, eh bien il est tout à fait légitime de les imposer au moins minimalement, d'en tenir compte quand il est temps d'importer des produits de l'extérieur, sinon on est dans un cas de concurrence complètement déréglée qui ne nous sert pas et qui ne sert probablement même pas le pays d'où nous viennent les produits. Donc cette idée de ne pas se jeter soi-même dans une forme, de ne pas s'immoler dans le culte du marché mondialisé, je trouve que c'est une idée qui est respectable. Ensuite, la question est d'avoir des modalités de la coopération. Que des États décident d'agir en commun pour maximiser leur puissance me semble tout à fait légitime. Mais c'est une différence entre maximiser sa puissance en interagissant et créer des structures qui elles-mêmes se définiront par leur capacité à vider de leur substance les États, à les remplacer, à se substituer aux États comme s'ils étaient, eux, d'une époque antérieure, et qu'il fallait créer donc la nouvelle forme politique post-nationale qui, elle, parce qu'elle serait davantage ancrée dans l'avenir, serait porteuse d'une plus grande légitimité. Donc ça, c'est lorsque vient le temps, justement, lorsqu'on nomme une coopération plus grande entre les États, on bascule dans le principe impérial. Je crois que c'est à ce moment qu'on quitte le chemin d'une coopération saine et réussie. Moi, je dirais d'abord que
Le coup de l'autre Europe, évidemment, on nous l'a trop fait, comme dirait mon camarade de Astino. C'était des années 70, hein, il a toutes sortes de... C'est assez drôle, parce qu'il a gardé des affiches, il est un peu obsessionnel, donc il ressort des affiches du Parti Socialiste, du RPR, on va vous proposer une autre Europe, etc. C'est un peu comme les antisémites qui disent ouais, moi j'ai un ami juif, donc j'ai une autre Europe sous la main, ok. On y croit beaucoup, il est très très fort. Comme vous connaissez vos classiques aussi, vous savez que l'espérance mathématique, c'est peut-être un peu de probable pour qu'il y ait spontanément, disons, pas 27, mais au moins même un noyau dur, et que démocratiquement sortent, comme on lance des dés, sortent des majorités cohérentes sur cette question, par exemple, du libre-échange. Il faudrait qu'il y ait quand même suffisamment de pays qui soient d'accord pour stopper le libre-échange, pour faire du libre-échange entre eux. Alors, ça m'amène simplement à me dire que non seulement l'Europe pourrait effectivement, et il mériterait, en utilisant un effet de taille, parce que je crois que l'effet de taille c'est une connerie, si vous me passez l'expression, mais très à la mode, mais c'est quand même une connerie, comme la ligne Maginot était une connerie, c'est parce que toutes les classes dirigeantes croient à quelque chose que c'est vrai, c'est même souvent un peu l'inverse. Mais enfin, je pense que la masse critique pourrait être intéressante dans une optique de négociation avec des barrières commerciales communes, ça tout le monde peut le comprendre, mais il n'y a pas que les pays non européens ou que les zones en dehors de l'Europe qui nous menacent et qui menacent nos industries. Il faut rappeler quand même que la première menace pour l'industrie française, elle n'est pas en Chine, elle est en Allemagne. Et que c'est l'euro qui assure une subvention à coût de millions de chômeurs italiens, grecs, français, etc., un sponsoring considérable de Mercedes, BMW, qui grâce au système de l'euro peuvent vendre des boîtes d'automobiles 20 ou peut-être 30% moins cher. Et que vous ne pouvez pas réindustrialiser la France, ça je crois que tout le monde peut le comprendre, si vous ne réglez pas le problème de compétitivité. Et c'est pas moi en tout cas qui irais dire aux Gilets jaunes qu'il faut baisser leur rémunération de 30%. Ou alors même des entourloupes du type oui mais on va baisser les charges sociales, mais ils savent très bien que les charges sociales c'est de la protection sociale, etc., etc. Donc en revanche, si vous faites une dévaluation, effectivement, comme l'a fait le général de Gaulle et Jacques Rueff en 1958, vous pouvez en une nuit obtenir une baisse de 30% du coût des produits français à l'extérieur, et donc un effet à la fois de substitution des produits français aux produits étrangers, mais vous pouvez également obtenir un effet de booster pour vos exportations. Donc, je m'amène à cette conclusion, ça m'amène à cette conclusion que si vous ne voulez pas quelque chose pour vous-même, comment pouvez-vous vous faire croire à vous-même, vous mentir à vous-même au point où vous pourriez faire croire que puisque je ne le veux pas moi-même, alors on va le vouloir ensemble? Est-ce que pour créer une entreprise ou une association, vous dites bah moi j'ai pas envie, bah toi aussi t'as pas envie, bah allez, on va faire un truc ensemble? Bien sûr que non, c'est pas possible. Donc moi je crois au contraire à la ruse de la raison européenne. Je crois que lorsque des majorités drastiquement anti-européennes seront aux manettes dans la plupart des capitales européennes, alors de manière assez paradoxale, oui, il pourra y avoir une défense de l'intérêt commun européen. Tout simplement parce que si vous ne défendez pas vos intérêts, comment vous pouvez espérer raisonnablement vous mettre à plusieurs pour défendre vos intérêts? Ça n'a juste aucun sens, il faut juste être un peu logique. Donc il y a quelque chose qui est profondément paradoxal. Moi je crois assez à cette histoire de la ruse de la raison européenne, mais je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de se protéger de la mondialisation et d'abord de l'Europe. Parce qu'en fait, le monde a historiquement changé et n'est plus sur les mêmes bases. La séquence Reagan-Thatcher de 30-40 ans, c'est terminé, c'est achevé, cette parenthèse est refermée. C'est vrai en Chine, c'est vrai en Inde, c'est pas seulement vrai avec le Brexit, c'est pas seulement vrai avec Trump, c'est pas seulement vrai avec Orban, c'est vrai partout, sur tous les continents, et qu'en réalité, ce n'est plus au peuple de s'adapter à la globalisation, c'est maintenant à la globalisation de s'adapter au peuple. Donc Bellamy est gentil, mais si on ne le fait pas pour nous-mêmes, il n'y a aucun espoir mathématique, au sens d'espérance mathématique, que ça se fasse à plusieurs. J'ai une question qui est tout particulièrement pour vous, Mathieu Bocoté. Alors la devise de l'Union européenne, c'est unie dans la diversité, et on le répète très souvent. Et aujourd'hui, la diversité est souvent présentée comme l'énigme résolue de l'histoire. Vous expliquez très bien dans votre tout dernier livre qu'il existe un système médiatique qui, en quelque sorte, décide des options idéologiques qui peuvent être débattues et valorise en permanence la diversité. Pourtant, la réalité en Europe aujourd'hui, c'est aussi l'uniformisation des modes de vie, l'arasement. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la modernité, notamment à travers sa prétention à valoriser un individu
toujours autoconstruit, détaché de tout ancrage, ne va pas plutôt du côté de l'interchangeabilité et de l'uniformisation que du côté de la diversité? Tout dépend de ce qu'on entend par diversité. C'est-à-dire, si on parle de la diversité des peuples et des nations, de la diversité des régimes à travers le monde, de la diversité des civilisations, je ne peux que l'embrasser. Si on parle de la diversité des points de vue politiques à l'intérieur d'une démocratie, je la crois absolument indispensable. Il faut qu'il y ait une pluralité de points de vue. Moi, je trouve insupportable quand les partis politiques se représentent, malgré leur diversité de programme, c'est autant de nuances du même. Il faut qu'il y ait un parti conservateur dans un pays et un parti progressiste, un parti de l'enracinement et un parti du cosmopolitisme. Ensuite, ils sont plus ou moins également balancés, mais je crois à la diversité de la composition de la communauté politique. L'idéologie diversitaire, c'est autre chose. L'idéologie diversitaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est cette idée comme quoi la civilisation occidentale se serait constituée à la manière d'un immense système répressif et qu'il serait aujourd'hui nécessaire de déconstruire et d'inverser même toutes les normes qui ont constitué notre civilisation d'une manière ou d'une autre pour qu'adviennent à la manière de subjectivité nouvelle, revendicatrice parce que longtemps refoulée dans les marges et aujourd'hui porteuse d'émancipation, qui émerge donc ces espèces de minorités porteuses d'une promesse rédemptrice. Donc, il y a cette idée, par exemple, qu'on doit déconstruire la nation pour qu'émergent toutes les identités refoulées qui auraient été cachées par le discours national, qui ne serait rien d'autre qu'un communautarisme blanc, catholique et hétérosexuel, ou blanc, protestant, peu importe. Donc, l'idée que la nation ne serait qu'un communautarisme qui aurait confisqué, à travers la référence à la nationale, la légitimité politique. Donc, le discours diversitaire ici consiste à célébrer tout ce qui émerge des marges et qui vient contredire la forme nationale, parce que le fait même de contredire la norme commune est quelque chose de bien en soi. Et on le voit notamment dans le cadre du multiculturalisme, et le Canada là-dessus, c'est comme le laboratoire, avec la question du niqab. L'amour du Canada pour le niqab depuis quelques années, qui est vu comme le symbole presque canadien par excellence, parce que il devient le symbole de cette diversité à laquelle nous sommes ouverts. Et c'est justement parce que 70% de la population ne veut pas qu'il faut s'y ouvrir, parce que c'est par là la preuve de la confirmation de notre propre tolérance. Bon, ça c'est quand même le génie canadien. Eh bien, donc c'est parce que ce n'est pas nous, et que ça nous contredit, et que ça nous heurte, que c'est bien. Ça nous oblige à sortir des schèmes trop étroits de l'homogénéité nationale et du repli identitaire et tout le tralala. Bon. Donc, je pense que la diversité, c'est ça aujourd'hui. De la même manière, la diversité, c'est cette idée, c'est moi, ce que j'appelle l'alphabet recomposé, c'est-à-dire LGBTQI2, non, T2, des choses comme ça. LGBT recomposé, de toute façon, il y a un plus à la fin. Alors, il ne s'agit pas de rire de chacune des réalités qui sont inscrites à l'intérieur de ça, c'est des réalités fort légitimes, mais l'effet d'amalgame LGBTQI+, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien d'autre que c'est un fractionnement infini de la subjectivité, et toute forme d'identité spécifique prétend s'inscrire dans l'espace public, même jusqu'à la plus minoritaire, jusqu'à la plus marginale, qui demande d'être connue comme telle, et inversement, ça se constitue, cette espèce d'éparpillement identitaire autour du procès d'une évidence historique et anthropologique qui passe désormais pour une audace réactionnaire, c'est-à-dire la division sexuelle et le fait que l'homme n'est pas une femme, qui n'est pas un homme, et ainsi de suite. Donc, cette espèce de le discours diversitaire, c'est un discours de l'éparpillement des subjectivités, c'est un discours de l'éparpillement des normes anthropologiques, c'est un discours de l'éparpillement de toute référence commune, et toute volonté de maintenir un commun substantiel, donc pas un commun procédural à la Habermas, mais un commun substantiel, donc noué dans l'histoire et la culture, à travers une langue, à travers une mémoire de cette idée, tous ensemble, nous sommes un peuple et pas simplement une addition d'identités minoritaires victimaires. Mais ça c'est l'idée réactionnaire de l'époque. Or, ce n'est rien d'autre pour moi que la condition même de l'expérience politique. Donc, tout dépend de la diversité dont vous parlez. Oui, on est dans une époque qui pratique, dans le monde occidental à tout le moins, une forme de néantisation des identités historiques, mais la diversité dont on nous fait, qu'on nous chante, n'est peut-être, de ce point de vue, qu'une célébration maniaque de l'altérité. De ce point de vue, j'en reviens toujours, j'ai lancé cette formule-là récemment à une émission de télé, mais ça fait longtemps que j'écris sur ça. C'est le slogan de l'époque. Il faudrait s'ouvrir à l'autre. On l'entend, l'ouverture à l'autre. Moi, je pose toujours deux questions. Premièrement, de quel autre s'agit-il?
tous les autres ne sont pas interchangeables. Un Ukrainien n'est pas un Russe, quoi qu'en pensent les Russes. Un Catalan n'est peut-être pas un Ukrainien. Aussi. Un Finnois n'est pas un Suédois, un Norvégien n'est pas un Italien, et un Québécois n'est pas un Canadien. Alors, tous les autres ne sont pas interchangeables, et l'idéologie altéritaire, de ce point de vue, appelons-le comme ça, efface tous les autres, la diversité réelle du monde, dans un grand A majusculaire qui n'est rien d'autre qu'un pas nous. C'est-à-dire, l'autre auquel on va s'ouvrir ne se distingue que par le pas nous. Or, c'est un peu étrange. Moi, la diversité du monde m'intéresse dans la mesure où c'est la diversité des autres. Ensuite, deuxième question de combien d'autres il s'agit. Ça m'intéresse. C'est-à-dire, on peut toujours s'ouvrir à un autre, à 100 autres, à 1000 autres, à 100 000, c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où on doit s'ouvrir à des proportions, en fait, déraisonnables d'autres, eh bien, ça crée des conditions ensuite d'une fragmentation de la communauté politique qui n'est pas capable de digérer le nouvel apport qu'on lui propose. Donc, vous voyez, tout dépend de la question, de la définition qu'on donne de la diversité. Pour moi, finalement, je vois dans le discours diversitaire, fondamentalement, un procès sans cesse repris de toutes les manières possibles du monde occidental qu'on prétend décoloniser sur le plan identitaire et anthropologique, et en fait, qu'on souhaite tout simplement déconstruire, comme si fondamentalement le mal dans le monde lui était, il en était responsable. Oui, c'est le sujet de Mathieu, alors moi j'ai beaucoup moins de trucs à dire là-dessus. Peut-être juste ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est tellement vrai, ce qui fonde cette folie diversitaire, c'est-à-dire de dénoncer tout ordre symbolique comme éminemment violent ou intrinsèquement violent. Il y a cette expression que j'ai toujours trouvée extrêmement savoureuse chez Bourdieu, et en même temps qui relève d'un grand délire en fait, hein, c'est la violence symbolique. Parce qu'en réalité, chez l'homme, la seule chose qui peut atténuer la violence, parce que vraiment le propre de l'homme, c'est pas d'avoir des pulsions violentes, les mammifères aussi ont des pulsions violentes. Mais les mammifères, leurs pulsions violentes, à travers par exemple les combats de mâles dominants, sont régulés par l'instinct. Ce qui est le propre de l'homme, c'est de ne pas pouvoir réguler cette pulsion violente. C'est homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Or, il n'y a que le symbolique qui peut canaliser et contrôler cette violence. Donc, d'attaquer le symbolique au nom de la violence, dire c'est grotesque, c'est complètement grotesque. Et enfin, pour moi, Bourdieu, il y a des aspects de la pensée de Bourdieu, pas tout, mais qui relèvent vraiment de l'escroquerie, enfin, au sens où des pots de yaourt renversés, c'est de l'art, par exemple. Voilà. Sur le côté, ce que tu disais aussi sur le nouvel alphabet, là, LGBTQ, enfin, je sais pas. Il y en a plusieurs, ça va s'ajouter. C'est quasiment pi 3. Ouais, voilà. Donc, là, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que, et finalement, il ne faut pas tellement en rire. D'abord parce que c'est la vérité de l'époque, on ne doit jamais rire de la vérité de l'époque, mais je pense qu'il y a une profonde cohérence. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine des sciences, des technologies, enfin c'est toute informatique quantique, lié à un paradigme scientifique, physique, qui est celui de l'univers quantique. Et comme vous savez, avec l'exemple célébrissime du chat Schrödinger, le chat, il est à la fois, il est mort, il est vivant, mais pas que. Il est mort et vivant aussi dans un autre univers. Est-ce qu'on ne parle plus d'univers, on parle de multivers. Donc il y a plusieurs réalités. Donc cette espèce de gugus délirant qui disait non, mais qu'est-ce qui me fait dire que je suis un homme, en fait? Pas du tout. Ça se trouve, non, mais je ne suis pas une femme non plus. Je suis peut-être un homme et une femme en même temps. Ben moi, ça me fait penser au chat Schrödinger. Et je pense que le paradigme scientifique dans lequel on vit, c'est un paradigme d'éclatement de la vérité, d'éclatement Alors c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans l'art, c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans la politique, ô combien. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que on subit, et j'en reviens à mon obsession de l'hystérèse, on subit l'hystérèse de l'idéologie, on subit l'hystérèse qu'il y aurait un grand tout avec une grande vérité avec un grand V, et au nom des crimes de la Colima et d'Auschwitz, il n'y a plus de vérité possible. Parce que l'idée de la vérité, c'est déjà le début de la chambre à gaz, c'est déjà le début du goulag. Voilà. Donc je pense que cet effet traumatique inconscient n'est pas vraiment conscient, mais en réalité il est très très prégnant à mon sens, et paradoxalement on peut chercher, et il faudrait chercher, à ressaisir la cohérence de notre époque, entre mettre un Godemichet place de la Concorde, entre avoir un Gugus à la télévision qui dit je suis un homme et une femme et peut-être un homme et une femme en même temps, et entre la physique quantique, il y a peut-être plus de liens qu'on l'imagine et plus de cohérence. En fait, l'époque ne veut pas de la cohérence, mais finalement, elle finit par sécréter une cohérence qui nous appartient à nous, à mon avis, intellectuels, d'embrasser intellectuellement pour pouvoir, bien sûr, la détruire
et repasser à autre chose. Vous savez, moi j'ai grandi dans des cités HLM du 96, c'est pas pour faire le fanfaron de vous raconter ma vie, mais j'ai toujours eu un espoir qui, je sais pas, un jour je rêverais par exemple de mobiliser les fameuses racailles de banlieue et les envoyer dans une exposition d'art contemporain. Et qui ravage tout, bien évidemment. Vous savez, un peu comme dans la haine, quoi. Alors on va dire, non mais attends, on va appeler la police, etc. Ben non, c'est de l'art en fait. Je pense que détruire l'art contemporain, c'est de l'art contemporain, en soi. Mais c'est peut-être l'ultime performance de l'art contemporain. Et je pense qu'une forme, je dis pas de... Là c'est un peu violent, évidemment, un peu extrême, mais il faut finalement déconstruire les déconstructionnistes. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, on va prendre quelques questions d'un coup et nos intervenants y répondront après. Oui, monsieur. Oui, alors moi je voudrais un peu aborder avec vous les sous-jacents économiques. Vous avez beaucoup parlé des sous-jacents philosophiques, historiques, traumatiques, culturels qui expliquent le modèle actuel de l'Union européenne, c'est-à-dire un modèle désincarné, multiculturel, impérial. Donc moi j'aimerais m'interroger un peu sur l'efficacité politique d'un modèle multiculturaliste par rapport à un modèle républicain universaliste, celui de l'État-nation, et en particulier l'efficacité économique. Donc, je prends un exemple. Les pays aujourd'hui se concurrencent pour attirer les individus les plus talentueux. Du point de vue du modèle multiculturel, il est plus efficace de ne pas imposer une culture à quelqu'un qui vient. On lui dit, tu viens, tu me donnes tes bras, ton talent, ton cerveau, je ne t'impose pas de culture, je ne t'impose même pas de participer à la vie politique, je t'impose simplement de participer à la production. Par contre, un modèle républicain lui propose à lui de devoir s'assimiler, de devoir, etc., etc. Donc c'est un modèle beaucoup plus contraignant pour l'individu, donc beaucoup moins efficace. Un individu qui vient d'ailleurs choisira plutôt le modèle multiculturel, d'ailleurs ce que disent beaucoup de gens qui viennent ici, en disant, voilà, vous nous imposez des contraintes qui font qu'on se nie soi-même, qu'on nie son identité, en tout cas qu'on la refoule en partie, alors que le modèle américain, le modèle canadien, lui, il nous propose à la fois de participer à la vie économique et en plus de vivre notre identité sans contrainte. Alors que faire, voilà, face à cette efficacité économique plus grande, en apparence en tout cas, du modèle multiculturel et impérial. Est-ce qu'on a une deuxième question? Ouais, bon, on va répondre à ceci directement. Je relativiserai, si vous me permettez, l'efficacité économique prétendue du modèle nord-américain. Alors, à tout point, c'est dans sa dimension culturelle. C'est-à-dire, les pays occidentaux, il y a cette espèce d'idée comme quoi l'immigration aujourd'hui serait une richesse inévitablement pour les pays qui l'accueillent. Or, on le constate, puis tous les discours sont mobilisés pour justifier ça. Une forme de génie rhétorique qui fait qu'il pleut, il faut davantage d'immigrés, il pleut plus, il faut davantage d'immigrés, il fait beau, plus. Vous voyez un peu, là, on le constate. Je pense que derrière ça, fondamentalement, c'est une question d'anthropologie. C'est-à-dire, vous pardonnerez de ramener à ça, mais c'est la représentation qu'on se fait de la part de la culture dans l'humanité, de la représentation de la part de l'identité dans l'humanité. Si on croit fondamentalement que la culture est un stock de coutumes dont on peut se délivrer pour en embrasser d'autres sur le mode du métissage permanent et perpétuel, on se magasine en fait perpétuellement une nouvelle identité culturelle à partir des matériaux produits par l'époque. Alors effectivement, votre culture n'est pas importante, ou alors vous pouvez la réduire à une forme de folklore que vous transposez. Je l'avais chez moi, je l'amène ici, et je la reproduis à la manière d'un petit folklore local. Mais si vous croyez que la culture est un système anthropologique large, qui intègre toutes les facettes de l'existence, qui fait que votre manière, qu'il y a une forme d'inconscient collectif, à la rigueur que ça conditionne votre rapport aux politiques, que la culture, autrement dit, intègre toutes les facettes de l'existence, et bien alors vous ne pouvez plus maintenir cette idée comme quoi il suffit d'aller vivre ailleurs et je vais être étranger au pays qui m'accueille parce que moi j'ai ma petite culture à moi, puis ensuite ils ont leur culture à eux, et on va simplement vivre sous le règne du droit. Je crois que ça témoigne d'une conception trop limitée de la culture, qui est par ailleurs dominante dans l'imaginaire économique à certains égards, il faut le dire. Cette espèce de moi, il y a un concept qui m'a toujours rendu fou et agressif tout à la fois, c'est la notion de ressources humaines. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on fait le personnel. Maintenant, c'est les ressources humaines. Et j'ai l'impression que transposé à l'échelle de la planète, on ne voit plus des peuples, mais on voit des collections de ressources humaines interchangeables selon les besoins du marché. Et il y a cette espèce d'idéal très présent, mais philosophiquement présent, pas seulement économique. Comme quoi, c'est celui d'une possibilité d'une mobilité mondiale maximale des individus qui pourraient se promener partout et justement, transportant leur petite cabane de
stock de coutumes. Donc ça, c'est le côté multiculturaliste d'État. Hein, j'ai ma petite cabane que je transpose un peu partout sur la planète. Et au même moment, je participe à la modernité par le biais d'une consommation maximale avec les choix, les matériaux qu'on me propose. Je crois que fondamentalement, ça relève d'une pauvreté anthropologique terrifiante qui ne correspond pas à la réalité, je parlerai sur vous, mais à la réalité de l'homme. Durablement, un tel modèle ne tient pas. Alors ensuite, ça prend du temps à reconstruire. Mais je crois que ce modèle ne tient pas parce qu'il pousse à une forme de... En plus, un écartèlement terrible. C'est-à-dire, si toute votre vérité se tient dans l'intime et que la participation à l'espace public n'est possible qu'à la manière d'un segment électoral à la recherche de certains produits, vous ne participez pas existentiellement à la communauté politique, vous vous condamnez encore une fois à une sécheresse de l'âme terrible. Donc, de ce point de vue, je crois que ce modèle ne tient pas. L'histoire nous prouvera avec moi. Ouais, je crois qu'il y a deux confusions. Votre question est très intéressante, mais il y a deux idées qui sont, à mon avis, des sous-jacents, pour reprendre votre expression de sous-jacents, qui ne sont pas les bons. D'abord, il y a une confusion entre une immigration de peuplement, qui est une immigration aussi de travail, avec recherche d'un travail non qualifié, et une migration de cadres dirigeants ou une mobilité des capitaux. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et les cadres dirigeants ou les capitaux vont s'investir, et ils sont mobiles, ils peuvent arriver ou repartir, mais les migrants, eux, et c'est ça, à mon avis, la grande erreur, c'est pas seulement le problème de la moralisation de la question des migrants, c'est le fait de nier qu'une immigration qui est destinée à faire souche, c'est pas seulement des gens qui changent de géographie, c'est des gens qui vont changer d'histoire. Et si vraiment ils vont enterrer leur mort ici, ils vont prendre femme ou mari ici, etc., ça veut dire qu'ils vont changer de culture. Et ça, que vous soyez même dans des pays hyper multiculturalistes ou pas, ça ne change rien. Quand vous allez dans la Silicon Valley, venez comme vous êtes, comme dit McDo, ok. Mais en réalité, le multiculturalisme est profondément anglo-saxon. C'est une des marques de fabrique du monde anglo-saxon d'ailleurs. Ça c'est son sujet à lui, mais il y a vraiment quelque chose d'une espèce de puritanisme renversé, etc. Enfin, à mon avis, c'est très propre à l'histoire en plus de ce continent qui était vide et qui s'est peuplé de vagues successives. Voilà. Enfin, pour terminer, moi je crois que quand vous dites il faut aborder, moi j'aime aussi beaucoup les questions économiques, les traiter en tant que telles, mais si on parle de puissance économique, d'attractivité en termes d'attractivité des capitaux, de capacité à drainer les cerveaux, les talents et à créer de la valeur, eh bien il ne faut pas se tromper, à chaque fois que vous avez un succès économique, vous avez derrière et en sous-jacent, pour reprendre cette expression, un succès politique. Et non seulement vous avez une cité très puissante, vous avez une cité très fière d'elle-même, et vous avez une culture politique très forte. Singapour, c'est très intéressant parce que c'est même pas une nation, c'est une cité-État. Mais à Singapour, vous ne pouvez pas devenir singapourien. C'est extrêmement difficile de devenir singapourien. Et vous pensez qu'à Singapour, ils tolèrent les façons de faire, les mœurs des autres pays? Pas du tout. Si vous crachez par terre à Singapour, je crois que vous avez des coups de canne en plus. Donc ça m'étonnerait qu'ils s'amusent avec je ne sais trop quel colifichet multiculturaliste. La Corée, Israël, même les États-Unis, peut-être surtout les États-Unis, la Chine. La Chine se contrefout du multiculturel. Elle a mis quasiment 2 millions de musulmans dans des goulags. La Chine est la première économie du monde. Enfin, ça va très bien. En Chine, en plus, ils n'enseignent pas comme nous on fait. Moi, dans ma business school, business est un mot arabe. Hein. Donc l'honneur est sauf, et school, ça vient du latin scola. Donc on va dire à l'IPAG, c'est l'institution sur le boulevard Saint-Germain fondée par Jacques Rueff. L'honneur est 2 fois sauf. J'ai interdit en l'occurrence que des professeurs français fassent des cours en anglais à des étudiants français. Bon, c'est comble du ridicule, c'est un mauvais anglais qu'on apprend. Et en revanche, bien sûr, il y a pas mal de cours en anglais, mais ils sont assurés par des professeurs anglophones. Or, en Chine, première économie du monde, mais ça ne reviendrait jamais à l'esprit d'enseigner en anglais à des étudiants chinois. Enfin, c'est un pays qui n'enseigne plus dans sa langue est un pays fini. Donc il y a des limites quand même, et je pense même que c'est l'inverse. Sans pousser le paradoxe, le bouchon trop loin, il faut une culture et une politique très forte pour qu'il y ait ensuite un rayonnement économique. Mais c'est pas, à mon avis, nous on cherche à avoir le succès économique qui va entraîner ensuite le succès politique. Mais c'est d'abord le succès politique, une confiance en soi. Il faut avoir quelque chose à proposer au monde pour attirer le monde entier. Et donc finalement, ça n'a pas... Et Israël est très éclairant à cet égard. Israël est un pays très universel, mais très unique et très singulier, avec un fort civisme, un fort patriotisme. Eh bien, c'est le numéro 2 mondial, je crois, dans les startups. Peut-être 3e, parce qu'on doit être en 2e position. On va
On va à présent conclure. Je vous remercie tout d'abord à tous d'être venus et à nos deux invités évidemment pour leurs interventions absolument captivantes. Alors vous avez très bien montré le problème de vouloir construire, ériger l'Union européenne sur des valeurs abstraites comme le marché, l'universalisme dévoyé des droits de l'homme. Mais Christopher Lasch, qui est un intellectuel que nous aimons tous énormément dans l'association, avait cette formule remarquable. Le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Alors c'est vrai que lorsque l'on regarde les sondages sur les élections européennes à venir, on n'a pas forcément de quoi être optimiste, notamment en France. Mais la colère des peuples européens est là. Leur volonté d'alternative est là. Espérons donc que leur réveil soit rapide. Et nous allons tout faire pour qu'il le soit. Merci. Merci.